Professeur Wein. Good afternoon to all of you. Mesdames et messieurs, bonjour et bon après-midi à vous. C'est un véritable plaisir que d'être ici parmi vous. Peut-on afficher ma première slide, s'il vous plaît? Très bien. Alors, je vous ferai signe quand j'aimerais que vous avanciez dans ma présentation. Slide suivante. Il y a quelque chose qui cloche dans le système financier. La crise financière en 2008 a entraîné une récession manifeste, mais a entraîné également une perte de confiance dans l'industrie financière. Et la meilleure manière de présenter les choses est en fait de vous demander de faire comme si vous étiez malade. Imaginez que vous soyez malade et que vous soyez transporté en ambulance pour subir une greffe du foie à l'hôpital. Et puis, vous vous dites, oh mon Dieu, il est possible que le docteur en profite pour me prendre un de mes reins pour le vendre à Singapour. Mais bon, évidemment, vous allez me dire, mais non, les docteurs ne vont pas faire ce genre de choses. Et alors, vous allez pousser un ouf de soulagement. Et puis, vous allez tout doucement sourire en disant, oui, mais ça n'a pas empêché Goldman Sachs de le faire. Et donc, si cette analogie que j'ai faite avec le monde de la médecine est ce que l'on peut qualifier de mauvais comportement de la part de ceux et de celles qui travaillent dans le secteur financier, voilà mon propos. Et l'un de nos collègues qui a été amené à travailler avec nous sur le programme a rejoint les rangs d'une grande banque américaine dans les années 90. Et il a dit, j'ai rejoint les rangs d'une institution dont l'objectif est d'aider les clients à faire en sorte que tout se passe bien. L'objectif étant, d'avoir une rétribution pour cette aide. Et 15 ans plus tard, j'ai déposé ma démission. J'étais enragée et j'ai voulu démissionner. Pourquoi? Tout simplement parce que tout ce que cette institution cherchait à faire, c'est faire un maximum d'argent. C'est là le contraste entre être d'un côté un service et de l'autre, essayer tout simplement de faire tout son possible pour arnaquer et dépouiller les hommes et les femmes. Et nous savons combien cela est devenu une difficulté dans le système financier. Ce qui cloche dans le système, c'est lié à la poursuite que l'on peut qualifier d'égoïste et d'intéressé de la part de ceux qui travaillent dans ces entreprises. Mais cela est également dû à la manière dont ces firmes et institutions sont gouvernées. En effet, on prête très peu d'attention aux besoins de la communauté qu'ils sont censés servir. J'aimerais maintenant vous dire qu'il y a un contraste ici à établir entre deux idées liées à la manière dont les hommes et les femmes se comportent. Et je vais maintenant me pencher sur la nature même du système financier. J'ai également décidé d'aborder un autre point à l'occasion de cette conférence islamique, car je me suis dit que cela vaudrait peut-être la peine de faire le lien avec les intervenants qui me suivront. D'où le deuxième point, où je parlerai de l'histoire de la pensée portant sur le système financier. J'abrayerai avec les réformes éthiques et l'importance que revêt cette réforme éthique avant de parler du lien avec la compréhension religieuse des obligations morales. Et enfin, je terminerai en vous parlant en vous donnant une description des réformes qui sont indispensables à mettre en place. Slide suivante. Il y a deux théories relatives au comportement humain qui poussent à réfléchir, me semble-t-il. Tout d'abord, c'est ce que l'on enseigne aux étudiants en économie. La motivation que l'on peut trouver dans l'ouvrage de Adam Smith, La richesse des nations.
Ce n'est pas à la bienveillance du boucher que de bonnes choses se produisent. Si les choses se produisent, c'est parce que les personnes qui en sont responsables poursuivent leur propre intérêt et adoptent donc un comportement intéressé. Les économistes ont bien sûr planché sur cette question et ont travaillé dur et ont essayé, dans la mesure du possible, de l'ancrer dans la réalité. Et ils se sont penchés sur les individus qui adoptent un comportement égoïste et intéressé sur les marchés, ce qui nous permet de faire ici le lien avec la phrase que l'on doit à Adam Smith, là où il parle d'une main invisible. L'objectif étant que cette main invisible puisse intervenir afin de pouvoir déboucher sur de bons résultats. Et puis, la réglementation est devenue une recherche d'identification des défaillances du marché, là où le marché ne tend pas cette main invisible. Nous avons assisté à une véritable explosion des activités réglementaires dans le secteur de la finance, l'objectif étant de parvenir à ce qui figure ici sur l'écran. Mais, merci, mais je pars du postulat qu'une action réglementaire ne suffira pas. Cela me semble évident. Ces institutions sont intelligentes, sont remplies de personnes débrouillardes qui sont là pour faire de l'argent. Et donc, introduire une nouvelle réglementation le mardi matin, eh bien, il faudra à peine attendre le mardi après-midi pour que quelqu'un parvienne à contourner cette réglementation. Donc, ça ne marche pas. Si l'on veut rencontrer le succès, il faut absolument se tourner vers autre chose. Et la solution, elle se retrouve, chose formidable encore une fois, dans le travail d'Adam Smith. Et cette citation, eh bien, c'est la première phrase que l'on retrouve dans son ouvrage Théorie des sentiments moraux, où il parle de la nature humaine, du bonheur de tout un chacun et du fait que les hommes et les femmes travaillent également à leur malheur. De nombreuses professions comprennent cela. Les médecins dont je vous ai parlé ne vont bien sûr pas vous enlever votre rein ou votre foie. Bon, tout simplement parce que ce n'est pas normalement comme ça que se comporte un médecin. Et c'est là une vision qui est la mienne, mais qui est également partagée avec d'autres. Ce qui se passe dans le monde de la finance, c'est une transition vers un professionnalisme. Mais le problème, c'est que cela repose sur une mauvaise conception des obligations que l'on peut avoir par rapport aux autres. Mais je reviendrai sur ce point. Slide suivante. J'aimerais vous ramener au tout début et vous rappeler ce qu'est la finance. Je suppose qu'il y a de nombreuses personnes ici dans la salle qui ne sont pas nécessairement des économistes, et c'est toujours un plaisir que de s'adresser à des hommes et des femmes qui ne connaissent peut-être pas grand-chose en économie. Je commencerai peut-être par l'Europe médiévale. Imaginez. Imaginez un monde qui ne va nulle part, qui est statique, qui repose sur les classes, qui repose sur une noblesse et une paysannerie. Et il n'y a absolument rien dans ce monde qui nécessite un système financier, sauf le financement des guerres de la part du souverain. Et les finances, à l'époque de cette Europe médiévale, n'étaient pas centralisées. Comme nous le savons. En Europe, les activités financières étaient principalement détenues par des Juifs. Mais au fur et à mesure que la société évolue, grandit et change, la situation a également changé.
Posez-vous la question de savoir ce pourquoi vous épargnez et à quoi vont servir vos économies. Et j'ai repris ici un certain nombre de choses, telles que épargner pour pouvoir un jour accéder à la propriété, mettre de l'argent de côté pour la retraite, pour les soins de santé, mais également on peut mettre de côté pour assurer l'éducation des enfants. Qui utilise ces économies? Les firmes industrielles, les entreprises, les familles qui ont pris une hypothèque sur leur maison, mais de plus en plus également de parents qui ont besoin de contracter un emprunt pour financer les études de leurs enfants, et puis le monde de l'entreprise. Et ceux qui veulent investir, eh bien, ne viennent pas nécessairement de milieux particulièrement aisés. Et ici, j'aimerais vous parler de mon deuxième fils qui est cuistot, qui est chef, et l'un de mes villes qui est relativement aisée et qui a également parmi ses neveux un chef. Et le neveu de cet ami, le chef de ce neveu qui est maintenant à la tête d'un établissement particulièrement coté. Moi, je vous dis, bon, vous allez me dire que je suis biaisé, mais mon fils est un tout aussi bon chef que le neveu de mon ami. Mais évidemment, le problème, c'est que mon fils, lui, n'avait pas le même niveau de moyens que celui de mon neveu. Et donc, s'il voulait parvenir à la même chose, eh bien, il aurait besoin de finances. Et ce qui est à l'écran, c'est en fait quelque chose qui vous montre que finalement, dans le monde de la finance, on en revient toujours à ces histoires et ces anecdotes personnelles. Est-ce qu'on peut revenir en arrière, s'il vous plaît? Merci. Nous allons nous pencher sur la théorie de l'intérêt, ce qui me permet de faire le lien avec la séance suivante. Je vais tenter de vous décrire pourquoi nous avons besoin d'un système financier, mais posons-nous la question de savoir comment nous envisageons et nous concevons l'intérêt dans notre société. Pour cela, il faut en revenir au tout début. L'intérêt, c'est le prix des économies. On peut s'interroger sur quel est ce prix. Il y a toute une histoire, une relativement longue histoire de ces prix. Il y a 250 ans, le monde était évalué plutôt qu'on y avait mis un prix. Et les physiocrates en France, dans le droit fil de l'Europe médiévale, prétendaient que la valeur, elle venait de la terre. Tout simplement parce que l'agriculture était au centre même de leurs occupations. Et les physiocrates ont élaboré cette théorie que l'on peut qualifier maintenant de bizarroïde. Mais Smith, Ricardo et principalement Marx au XIXe siècle ont commencé à se dire que, eh bien, il fallait absolument se poser la question de savoir quelle était la théorie de la valeur rattachée au travail. Il y a Marx, à qui on a dû la théorie de l'exploitation. Puis finalement, peu importe le prix qui est pratiqué, s'il est plus élevé que le travail nécessaire, on peut qualifier cela d'exploitation. Et c'est d'ailleurs ce que l'on retrouve dans le travail de riba. Quand j'étais étudiant, je me souviens que nous avons passé beaucoup de temps à nous pencher sur cette théorie de la valeur du travail. Mais au cours de ces années, les économistes finalement ont dit que ce n'est pas finalement le travail et ce n'est pas véritablement la terre qui ont une valeur et que la valeur, ce n'est pas la valeur du travail et de la terre, mais c'est la valeur de la rareté. Le prix dépend de ce que l'on peut qualifier de l'évaluation marginale.
Il a fallu pas moins de 200 ans pour les économistes de comprendre le calcul de Newton pour décrire la gravité dans le système solaire. Et finalement, les économistes se sont rendus compte que ce qui compte véritablement quand on parle du prix, c'est l'évaluation marginale et c'est le coût marginal de la production. Le prix des bananes sur le marché est telle que s'il ne reste qu'une banane, eh bien, quelqu'un va acheter la banane à un prix qui sera plus ou moins, correspondra plus ou moins à la valeur de la banane. Bon, évidemment, on connaît quelle est la valeur de la banane. Bon, peut-être que la dernière banane n'a pas véritablement de valeur, mais vous l'achetez quand même. Et bon, évidemment, celui qui vend la banane va vous dire, oui, mais enfin, bon, ça n'a pas été simple, il a fallu que je grimpe dans l'arbre pour aller décrocher la banane. Mais la marge, voilà ce qui constitue la valeur. Et du point de vue de l'économiste moderne, c'est la valeur. Et c'est là le raisonnement suivi par les économistes modernes. On s'est beaucoup penché sur la question de l'intérêt et de l'usure. Ça nous ramène à plusieurs centaines d'années de maintenant, où, à l'époque, c'était véritablement la rareté qui déterminait le prix. Et je sais que Riba est revenu sur cette question. Peut-être que les intervenants pourront également réagir. Et il s'est véritablement engagé par rapport à cette théorie du prix. L'intérêt, c'est une récompense pour votre patience. Voilà, je décide de ne pas partir en vacances, mais d'économiser pour ma pension, et j'en suis récompensé. Et c'est un retour sur la productivité. Celui qui utilise mes économies, eh bien, il va ouvrir ce restaurant à Londres, et tout se passe bien, son restaurant marche du tonnerre de feu, il en sera récompensé. Voilà. Ça, c'est une partie de l'histoire, évidemment. Il faut se poser la question maintenant de savoir comment les investissements et les économies se rejoignent. Évidemment, c'est risqué. C'est risqué parce que ce restaurant londonien peut très bien mettre la clé sous le paillasson. Bon, je ne vais pas vous divulguer de secrets, mais ça me rappelle un glacier. Le problème, c'est qu'on a trouvé des cafards dans les bacs de glace. Et bon, évidemment, le glacier n'a pas eu d'autre choix que de mettre la clé sous le paillasson. Et des banques qui sont des institutions modernes, il suffit de regarder la Banque mondiale, ce qui a coïncidé notamment avec leur apparition en Renaissance en Italie. Tout dépend de savoir quel est l'intérêt que vous allez recevoir en mettant vos économies. Et si vous empruntez pour ouvrir un restaurant qui est plein de cafards et que vous devez fermer, eh bien c'est la banque qui doit supporter le risque. Et évidemment, nous mettons une caution en garantie, même si on essaye de faire en sorte que le restaurant n'ait pas à fermer. Et puis, il y a évidemment tout ce qui se passe au niveau de l'equity. Bon, c'est difficile à comprendre, mais en fait, on achète et on vend des actions, le prix par la hausse, à la baisse, mais vous êtes récompensé. Et quand on parle de la finance, il ne faut pas uniquement songer à ce concept de l'intérêt, mais il faut se poser la question de savoir qui supporte le risque, qui est là pour prendre le risque et quelle est l'influence que cela a sur la récompense qui vous sera donnée de par le fait que vous avez économisé de l'argent. Et donc, il y a la banque où vous avez le marché des fonds propres et puis au milieu, vous pouvez voir le troisième tiret, c'est une banque d'investissement. Alors la banque d'investissement, elle fait des deals. Bon, j'ai pas mal d'amis qui travaillent dans ces banques d'investissement
gens qui essayent de trouver des hommes et des femmes qui veulent emprunter de l'argent et s'adressent à des personnes qui ont suffisamment d'argent que pour la question de savoir ce qu'ils vont en faire et les mettent ensemble. Évidemment, cela peut être risqué et ils en profitent pour se faire un maximum d'argent. Et si vous avez de la chance, vous pouvez trouver un de ces investisseurs pour eh bien, essayer de partager avec lui le risque en caressant l'espoir que tout se passe bien et que vous pourrez gagner un maximum d'argent. Mais parfois, les choses ne se passent pas nécessairement comme ça. Il y a une histoire qui est très, très importante dans la finance. C'est la manière dont les banquiers en matière d'investissement ont eu un impact sur les petites banques, sur les banques de détail et sur les banques commerciales. Les banques de détail, là où je vais pour mettre mon argent sur un compte, et la banque qui prête à ceux qui veulent ouvrir un restaurant et qui comprend les crédits. Bon, c'était normalement comme ça que les banques devaient se comporter. Mais les hooligans des banques d'investissement, malheureusement, eh bien, se sont engouffrés dans ces banques de détail et en ont fait des casinos, en ont fait de véritables casinos avec, bien sûr, ce que nous avons connu, les banques qui se sont cassées la figure et avec la nécessité qu'il y a eu eh bien, de procéder au sauvetage de ces banques. Est-ce qu'on peut revenir en arrière, s'il vous plaît? Bon, les banques se sont transformées en casinos, mais de plus, on a vendu des produits tout à fait inappropriés. Une protection contre le chômage, des clauses également qui étaient tellement obscures que vous ne pouviez jamais réclamer cet argent. Alors moi, on m'a demandé de signer un document quand j'ai pris une hypothèque disant que même si je perds mon revenu, je devrais mettre la main au portefeuille. Et c'est incroyable parce qu'ici, on parle d'énormément d'argent. On peut qualifier cela d'escroquerie. Il s'agit d'une mauvaise conception du marketing. Mais bon, vous aurez peut-être votre propre conception des choses. Alors, il y a deux histoires particulièrement intéressantes à propos de ce mauvais comportement dont j'aimerais vous parler. Alors, imaginez que vous soyez gestionnaire de fonds et que vous compreniez relativement bien les produits dérivés. Je vais vous dire ce que vous devriez faire. Et ça lit d'une histoire telle qu'elle m'a été relatée par un de mes amis. Eh bien, il faut sortir un produit dérivé sur la météo. 19 fois sur 20, ce que vous croyez qui va arriver ne va pas se produire et vous devez essayer d'estimer combien de jours pendant l'année la température est en dessous de tel niveau. Et puis, vous devez trouver quelqu'un qui s'occupe de la deuxième partie du contrat à qui vous allez demander, eh bien, payez-moi 5 livres sterling. Bon, admettons que, voilà, c'est 100 livres. Le contrat est de 100 livres. Et pour les 19 fois sur 20, vous allez me donner 5 livres. Et à la 20e fois, vous obtenez le tout. Bon, c'est un contrat que l'on retrouve assez communément sur le marché des produits dérivés. Et donc, je vais maintenant vous demander de me prêter ces 100 livres. Pendant la première année, je vais vous donner 1% supplémentaire sur le taux normal. Vous allez me dire, c'est formidable, mais peut-être qu'à la 13e année, vous allez tout perdre. Et moi, ce que je vais vous dire, eh bien, ça arrive. Et je vais fermer la porte, je vais tirer le volet. Et qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais perdre mon bonus? Oui, je vais perdre mon bonus, mais c'est tout. Ça se limitera à ça. Et vous savez quoi? La semaine prochaine, eh bien, je vais ouvrir un nouveau bureau avec un nouveau nom et je vais tout recommencer. C'est ce qu'on appelle être un gestionnaire d'investissement particulièrement avisé et rusé. Une autre manière d'être un tel gestionnaire d'investissement avisé et intelligent, eh bien, c'est de faire la chose suivante.
J'ai un choix. Alors, soit je regarde Facebook, ou alors est-ce que je regarde mon boulier? Disons que, bon, je ne suis pas ingénieur, donc peu m'importe si je ne fais pas bien les choses, et vous pouvez me corrompre à tel point que je n'irai pas voir sur Facebook. Mais la centrale japonaise, eh bien, les choses vont tellement mal se passer que, eh bien, je vais faire mes calculs et je vais me dire, pas d'autre choix, Facebook. Mais à combien est-ce que vous allez me payer pour ne pas regarder Facebook et pour m'occuper de ce dossier? Eh bien, vous n'avez qu'à faire, bien sûr, votre calcul. Bon, les 5 personnes qui contrôlent le poste de commande, bon, c'est impossible de leur donner des incitants pour s'assurer que tout se passe bien et pour faire preuve de diligence normale et raisonnable. Et comme mes collègues ont l'habitude de me le dire, lorsque dans l'armée, vous êtes sentinelle et que vous êtes sur Facebook, en train de surfer sur Facebook, eh bien, vous vous faites tuer. Ces types, dans les firmes d'investissement, eh bien, il n'y a absolument pas de pénalité à part tout simplement le fait qu'ils perdent leurs bonus et leurs primes. Ça, c'est un comportement que l'on peut qualifier de mauvais comportement. Et cela me ramène à la théorie d'Adam Smith sur les sentiments moraux. Et c'est ce qui m'amène à parler de la confiance dans le secteur des finances. Évidemment, les choses sont beaucoup plus compliquées que ce dont je vous ai parlé lorsque je vous ai donné l'exemple de ce gestionnaire de fonds et de la centrale. Parce que nous parlons ici de fonds de pension qui ont une durée de 20 ans au bas mot. Et vous devrez me faire confiance. Comme quoi, je ne vais pas vous escroquer cette année, l'année suivante, mais que je ne vais pas vous escroquer sur toute la durée de cette période de 20 ans. Alors, les économistes parlent aux étudiants de la confiance, et c'est toujours le même laïus, et ils leur disent combien il est important de tenir les promesses, car il y va de leur réputation. Si vous ne tenez pas votre promesse, eh bien, le problème, c'est que votre réputation va en pâtir. Il y a eh bien, parfois des cas où mieux vaut tout simplement tirer le volet et prendre l'avion pour les Bermudes, mettre la main sur tout ce que vous avez mis de côté et ne plus s'en faire, ne plus s'en préoccuper. Mais si ça se passe la semaine prochaine, est-ce que ce ne serait pas une manière d'escroquer tout le monde? Bon, évidemment, je fais ce qu'on appelle de l'induction inversée. Si je sais que cette personne va m'escroquer la semaine prochaine, eh bien, évidemment, je veillerai à ce que je m'assure à ce qu'il se rende compte que finalement, ça ne vaille pas la peine de m'escroquer. Et souvent, lorsque vous faites preuve de confiance, mais même si vous faites preuve de confiance, les choses ne se passent pas nécessairement comme vous le vouliez. Bon, il suffit de regarder les températures. Les températures ne sont peut-être pas les mêmes, le gouvernement en place n'est peut-être pas le même. Et là, les choses commencent à clocher. Qu'est-ce que vous faites? Vous optez pour une solution coopérative? Non, vous vous retrouvez eh bien, devant le tribunal. Et donc, se fier uniquement à votre intérêt personnel pour s'assurer d'un bon résultat, c'est quelque chose qui n'est pas crédible. Finalement, pour que les finances soient fiables et méritent votre confiance, il faut en revenir à l'histoire des docteurs, il faut en revenir à la théorie d'Adam Smith sur les sentiments moraux. Vous avez besoin d'une autre motivation. Et faire en sorte que cette motivation elle soit partagée par tous ceux qui travaillent dans cette industrie. Alors, vous allez voir le terme cadrage sur cette slide. Le cadrage est important. Comment envisager un problème? Est-ce que l'on se dit « Ok, je vais vendre de la crème glacée » et est-ce que vendre de la crème glacée comporte des obligations? Non. Nous y pensons comme étant la main invisible d'Adam Smith.
Est-ce qu'on réfléchit de la même manière aux docteurs? Bien sûr que non. On se dit que ce sont des êtres humains qui sont conscients de leurs obligations. Le cadrage consiste à s'assurer que la finance soit une activité à laquelle il faille réfléchir, tout comme c'est le cas des docteurs, et non pas comme si vous vendiez des haricots en boîte ou de la glace. Goldman Sachs avait mis en place un système leur permettant de s'en mettre plein les poches. Le problème, c'est que ce produit ont été vendus par une autre partie de l'organisation, notamment auprès de gouvernements. C'est une affaire qui a fait couler pas mal d'encre. Goldman s'est retrouvé devant les tribunaux. Désolé, mais non, je ne suis pas responsable. Non, ce n'est pas parce que c'est moi qui ai vendu le produit, ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas moi qui dois porter le chapeau. Ce n'est pas à cause de moi que les choses se sont mal passées. Moi, je suis là tout simplement comme un pourvoyeur, comme un fournisseur. L'argument du cadrage dit qu'on ne peut pas gérer ainsi un hôpital. Et vous n'êtes pas censé non plus gérer un système financier de la même manière. Ceux qui sont impliqués dans le système doivent avoir un sentiment comme quoi ils ont des obligations par rapport à ceux et celles qu'ils servent. Dernier point, à propos de la morale et de l'éthique, avant d'aborder des solutions pratiques. Il s'agit de la chose suivante qui, je l'admets, est assez intrigante. Certaines des solutions pratiques vont aller dans le sens de donner des incitants et encourager les gens à bien se comporter. Autre solution, eh bien, c'est ce dont je vous ai déjà parlé finalement, à savoir faire en sorte que les gens se rendent compte qu'ils ont une certaine obligation, l'obligation de bien se comporter. Et il est assez facile dans notre monde de se tenir debout sur nos deux jambes en même temps. Je vais vous raconter une petite anecdote à ce sujet. C'est lié à un livre de Marcos Sandel, ce que les marchés ne devraient pas acheter. C'est là que l'on retrouve cette histoire, même si elle m'était déjà revenue auparavant. L'école se termine à 3 heures, les enfants travaillent, vous pouvez laisser vos enfants à la garderie à 5 heures, n'oubliez pas de venir rechercher les enfants à 5 heures. Le problème, c'est qu'il y a pas mal de parents qui sont en retard. Bon, l'école dit, enfin, la garderie dit non, ne soyez pas en retard, parce que moi, je veux rentrer chez moi. Mais pourtant, malgré cela, les parents venaient toujours en retard rechercher leurs enfants. Et finalement, les propriétaires de la garderie ont dit « Ok, eh bien, si vous venez vous chercher vos enfants en retard, on va vous facturer quelque chose. » À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a encore plus de parents qui sont venus chercher leurs enfants en retard. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils se disaient « Ok, je n'ai plus l'obligation morale d'être en temps et en heure pour rechercher mon enfant. Il y a un prix. Je n'ai qu'à payer le prix. » Cela montre qu'il est difficile de fixer un prix tout en même temps. C'est assez difficile de dire aux gens « Voilà, c'est votre devoir de vous comporter ainsi. » C'est là le défi. C'est là le défi auquel on est confronté quand on parle de la réforme du système financier. J'aimerais vous lister les différentes réformes qui sont nécessaires. Tout d'abord, je ne vais pas nécessairement suivre l'ordre. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai déjà eu l'occasion de vous dire qu'on pouvait faire deux choses. Est-ce qu'on peut revenir en arrière, s'il vous plaît? Travailler sur la gouvernance au niveau le plus élevé, ça c'est très important, tout comme il est important de travailler sur le terrain au niveau individuel. Et je vais commencer par le niveau le plus élevé, le niveau de la gouvernance, avant d'aborder le niveau du terrain, le niveau individuel. Au niveau de la gouvernance, la maximisation de la valeur actionnariale est ce qui compte, bien sûr, pour les firmes et pour les établissements financiers. Le problème, c'est que c'est un ennemi du bien. Les actionnaires
mettent de l'argent. Les gouvernements sont là pour protéger les actionnaires. Et on peut voir clairement pourquoi ces deux économistes de Harvard ont formulé cette idée. Imaginez une firme qui décide de produire des choses telles que des haricots rouges en boîte et puis les vendre, les écoule sur le marché. Mais admettons que quelque chose se passe. Bon, ceux qui sont là d'un côté et de l'autre ne sont pas là pour prendre le risque. Finalement, les risques, ils sont assumés par qui? Ils sont assumés par les actionnaires. C'est ce qu'ils sont censés faire. C'est là la théorie de la gouvernance d'entreprise qui prédomine. Mais posez-vous la question. Ceux qui travaillent pour cette entreprise, ils ont investi toute leur carrière dans cette firme. Et ceux qui achètent les moteurs ou les avions de cette entreprise doivent absolument être sûrs qu'ils pourront compter sur l'entreprise pour assurer l'entretien de ce moteur. Les fournisseurs et les clients assument une partie du risque. Ce que la montre, c'est que ce que fait l'entreprise est important pour eux. Et il est important également que la gouvernance de l'entreprise en tienne compte. Et ce ne sont d'ailleurs pas les exemples qui manquent au Royaume-Uni. Pfizer, la société américaine, a voulu mettre la main sur AstraZeneca. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir changer son adresse, passer d'une adresse américaine à une adresse britannique. Alors, AstraZeneca a investi dans un grand laboratoire de recherche à Cambridge. C'est avéré très important pour l'industrie pharmaceutique britannique et Astra a dit, bon, eh bien, bien sûr, il va falloir que l'on sache quel est le sort qui sera réservé à ce laboratoire de recherche. Bon, des choses ont été mises sur papier. Le problème, c'est que ces papiers n'avaient absolument aucune valeur. Je me souviens d'une entreprise il y a 3 ans. Je ne sais pas, je crois que c'était Kraft qui avait mis la main sur cette entreprise, racheté une entreprise, avait fait des promesses aux travailleurs et la minute d'après que le contrat avait été signé, n'avaient pas tenu leurs promesses. Cela a suscité une telle indignation que le CA d'AstraZeneca a décidé de ne pas accepter l'OPA. Et les actionnaires étaient furieux. En Grande-Bretagne, on a commencé à dire qu'ils allaient entamer une action collective, tout simplement parce qu'il y avait eu violation des responsabilités en tant que directeur. Bon, cette action en justice a bel et bien été portée devant les tribunaux. Et mes collègues se sont dit que ce serait peut-être assez intéressant d'interviewer certains des gestionnaires qui ont mis des bâtons dans les roues de cette OPA, en essayant de faire en sorte qu'elle ne se produise pas. Ils ont été interviewés, ils ont dit, bon, il y avait une prime, l'entreprise valait en fait 50% de plus que sans l'offre. Nous voulions bien sûr, nous, le prix de l'offre. Et lorsqu'on leur a parlé du laboratoire de recherche en Cambridge, ils ont dit « Quoi? Mais enfin, restez les pieds sur terre !» Cela montre comment et combien la gouvernance d'entreprise doit changer. J'aimerais revenir maintenant à... Bon, je ne vais pas vraiment m'appesantir sur cette slide, car les changements au niveau de la gouvernance d'entreprise, s'il y a des avocats dans la salle, vont devoir passer par un processus de réflexion sur les devoirs qui sont ceux des responsables. Bon, souvent dans les contrats, ce sont des contrats à rallonge et de plus en plus on parle des devoirs contractuels. Attention, parce que ces devoirs contractuels sont beaucoup moins contraignants dans le chef de celui ou de celle qui s'occupe de votre argent. Mais au niveau individuel, on peut également travailler sur les incitants.
vous aurez probablement compris que ce qui cloche dans le monde de la finance, c'est que les banques des investissements fonctionnent par deal et accordent des bonus à qui fait la chose la plus risquée ou à qui fait des choses qui ne sont pas particulièrement correctes. On m'a dit, c'est un responsable de banque australien qui m'a dit, bon, je trouve que c'est difficile de gérer une banque polyvalente parce qu'au 3e étage, eh bien, se trouvent ceux qui font des activités de banque de détail, des activités de banque commerciale. Bon, c'est assez simple, pas très rentable, mais enfin, bon, ça va quand même. À l'étage au-dessus, ce sont les hooligans qui font les transactions et eux, ils s'en mettent plein les poches. Et vous savez, ils prennent leur déjeuner tous ensemble au 7e étage et après le déjeuner, ceux du 3e étage sont venus me voir en me disant « Oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas vendre des produits frauduleux? Je m'en fous, hein. Moi, ce que je veux, c'est avoir absolument un bonus et pouvoir décrocher un bonus. » On peut véritablement parler de contagion dans ces incitants, dans les activités bancaires intégrées. Nous savons combien cela est problématique et préoccupant. Et cela m'amène à mon point le plus important, à savoir la culture. Finalement, ce qu'il faut changer, c'est, et j'en reviens ici à mon fil rouge, c'est que vous avez besoin de personnes qui, en fin de compte, soient en mesure de leur dire « Oui, alors, est-ce que je vais prendre le rein pour le vendre au Singapour? Non, mais non, je ne peux pas faire ce genre de choses. Voilà ce dont on a besoin, de réactions comme cela. Tel devrait être le comportement des banquiers. Ils doivent se rendre compte qu'ils ont des obligations. Certes, c'est rentable, certes, ça me ferait gagner plus de l'argent, mais ce n'est pas le genre de choses que l'on fait en tant que banquier. Et cela me pousse à penser que on discute beaucoup en Grande-Bretagne de la manière dont on peut séparer les niveaux de risque, mais il est important, il serait important en effet de mettre en place un tel système de séparation des risques. Ce serait très important du point de vue culturel. Et finalement, quelle est la culture comportementale à encourager? On a déjà beaucoup travaillé sur la question de la gestion de l'éthique. Alors, bon, la gestion de l'éthique, bon, c'est pas très clair ce que vous allez faire. Si vous êtes étudiant, c'est que vous allez suivre un cours et on va vous apprendre à savoir quelle case cocher. Mais est-ce que vous allez mettre en place dans la pratique ce dont je vous ai parlé? Non, pas vraiment. Et il y a du travail très important à faire, notamment un travail de formation à tous les niveaux des institutions financières. Il faut absolument que tout un chacun comprenne les choix éthiques qu'ils seront amenés à faire. Il faut absolument leur montrer ce qui est acceptable, non pas tout simplement parce qu'il y va de leur intérêt, mais c'est parce qu'il y va de l'intérêt de la société et quelles sont les choses que l'on ne peut pas faire et qui sont hors limite. Et enfin, dernier point, admettons que nous réformions la gouvernance d'entreprise et que nous ayons mis en place le meilleur système possible de gestion de l'éthique dans le secteur financier. Comment décrire ce que l'on est en train de faire? Nous sommes plusieurs à travailler sur ce problème et nous avons pu identifier 4 étapes incontournables. Je vais vous montrer une représentation visuelle de comment aborder ces 4 étapes. Quelles que soient les circonstances, il faut absolument commencer par définir les obligations. Ensuite, identifier les responsabilités. Qui est responsable? Qui est chargé de quoi? Ensuite, établir des mécanismes, mettre en place des mécanismes. Et enfin, c'est également une étape très importante, l'obligation de rendre des comptes. N'oublions pas que nous avons toujours cette obligation de rendre des comptes. On peut trouver pas mal d'exemples dans l'industrie qui montrent la manière dont ce raisonnement peut s'appliquer à la finance. Regardez la deuxième rangée.
Le secteur nucléaire et chimique, ça vous fait penser à Bhopal et ça vous fait penser à cette explosion dramatique en Inde. Des mécanismes d'autoréglementation, non pas imposés par le gouvernement, mais par l'industrie, visant à éviter qu'un tel accident se reproduise, parce que c'est absolument impensable de ne pas gérer une entreprise chimique de cette manière. Évidemment, bon, Tchernobyl n'est pas plus acceptable, ni ce qui s'est passé à 3 Mile Island. Mais le problème, c'est que cela n'est pas assuré par un bon comportement réglementaire de la part des gouvernements, mais tout simplement parce que les gens savent que, eh bien, ce n'est pas le genre de choses à faire. En bas, vous avez également un autre exemple qui est tout aussi intéressant. Le secteur du diamant. Bon, les diamants sont tout petits. Alors, regardez ma clé USB, elle est gigantesque par rapport à un diamant. Et donc, c'est tout petit, un diamant, c'est facile à voler. Et en regardant un diamant, difficile de dire si c'est un diamant comme on le dit, un diamant du sang tiré de la guerre. Difficile de savoir quelle est la provenance des diamants. Comment les choses se passent à New York? Eh bien, tout repose sur la communauté juive qui va ostraciser celui qui se comporte mal et qui vont le transformer en paria et vendent des diamants de la guerre. C'est comme si vous aviez tiré sur quelqu'un. Bon. Et ce sont des exemples qui vous montrent qu'il est tout à fait possible de mettre en place ce dont je vous ai parlé. Et j'en arrive maintenant à la fin de mon histoire. Ceux qui travaillent dans le secteur financier doivent être liés par un sens des obligations, car ils ont des obligations, ils doivent assumer ces obligations. Et les gouvernements avec lesquels ces firmes travaillent doivent absolument faire exercer un maximum de pression sur ces firmes pour que les gens qui y travaillent se comportent bien. Et c'est un plaisir pour moi que de m'adresser à vous, à un groupe d'érudits islamiques qui s'intéressent à une tradition de l'éthique qui est différente de la mienne et qui se pose exactement les mêmes questions, la question de savoir comment aborder ces dilemmes. Merci beaucoup.